Bon alors, cuisiner ensemble, ça fait partie aussi de ces bons moments de repas. Chaque famille a ses, on va dire, propres rituels, ses habitudes même de repas et d'ambiance. Cette année, eh bien, il y a une invitée qui s'invite, qui tente en tout cas de s'immiscer dans le repas, c'est la Covid-19. Nous, on va vous donner quelques conseils. Bien évidemment, ce ne sont que des conseils. À vous de faire le tri là-dedans, mais ce sont des conseils avisés. Didier Lepelletier, vous avez travaillé là-dessus, notamment pour le ministère. Ce sont des recommandations que vous avez faites au plus haut. C'est ça, oui, la Direction générale de la santé a saisi le Haut Conseil de la santé publique qui a remis un rapport la semaine dernière. Beaucoup de conseils avaient déjà été donnés dans la presse, les gens y pensent déjà en préparant leur réveillon. Et donc, avec une communication excessivement pédagogique et positive pour éviter cette anxiété, on est dans une fin d'année. Souvent, c'est une période fatigante. Et on en a besoin cette année. On a vécu une année difficile. Et rajouter de l'anxiété alors qu'on va se retrouver en famille, ce n'est pas forcément une chose très agréable. Et on est dans l'intimité des gens. Par rapport à des recommandations qu'on peut faire sur des établissements publics qui peuvent être légiférés, là, on rentre chez les gens, il n'y aura pas de caméra. Et les familles font ce qu'elles veulent. Donc, il faut qu'elles soient vraiment avisées dans la liste des conseils qu'on peut leur donner avant le regroupement, pendant le regroupement et peut-être après le regroupement. Alors justement, peut-être avant les fêtes, qu'est-ce qu'on peut, là, à partir du 15 décembre, faire pour que ça se passe au mieux? De manière assez simple, on peut essayer de réduire ses contacts sociaux, ses déplacements. Si on le peut et si on travaille jusqu'à vendredi cette semaine, on peut se mettre en télétravail, tout simplement pour éviter les contacts à risque. On s'autoconfine, entre guillemets. Donc du coup, ça a l'avantage de permettre de s'autoprotéger la semaine prochaine si on se réunit avec des oncles, des tantes ou des grands-parents ou des personnes qui ont des comorbidités ou qui sont âgées et qui sont plus vulnérables que des jeunes personnes vis-à-vis de la Covid. C'est ce que choisit de faire en fait l'Allemagne. On a entendu qu'ils ont confiné tout le monde à partir de mercredi pour qu'il y ait une semaine de transition avant les fêtes et que tout le monde reste un petit peu tranquille. Oui, après, ça peut être aussi une initiative personnelle. On sait qu'on va retrouver selon les notre pays, famille. c'est entre 6 et 10. L'Italie a choisi 6. L'Allemagne avait choisi initialement 10. Ils sont revenus à 4 parce que la situation s'est aggravée en Allemagne avec une très forte circulation du virus. Ça va dépendre de beaucoup de choses. Ça va dépendre de combien il y aura de foyers de la même famille différents qui viennent de villes différentes. Est-ce qu'il y a des convives qui sont à risque de formes graves? Est-ce qu'il y a des personnes qui ont eu des contacts à risque dans la semaine qui précède? Et donc c'est avec ces éléments-là qu'on peut finalement préparer ces retrouvailles familiales en essayant de le restreindre. On ne le fera pas comme l'année dernière, on ne le fera peut-être pas comme l'année prochaine. C'est un Noël un petit peu particulier. Alors le jour J, comment est-ce qu'on s'organise justement? Quels sont peut-être ces gestes barrières? Le jour J, déjà, si dans les jours qui précèdent, vous avez eu un contact à risque ou si vous avez des symptômes, vous pouvez aller vous faire dépister en ayant le résultat avant de rejoindre votre famille. Ça, c'est intéressant. On est en train de discuter de l'élargir, mais au moins se dépister dans ces deux conditions-là, c'est quelque chose qui est assez simple. On peut aussi télécharger l'application Tous Anti-Covid pour, si jamais il y a de la transmission, qu'on puisse vite identifier les contacts et bloquer les clusters, parce qu'on sait que les familles, les regroupements intrafamiliaux sont des clusters avec des taux d'attaque intrafamiliaux entre 17 et 23%. Donc il y aura à peu près 20% des familles qui vont être finalement atteintes par la circulation du virus. Donc ça, c'est très important. Une fois qu'on arrive, on va dire, on est en famille, quelles sont les recommandations, les conseils que vous pouvez faire? Déjà, porter le masque, je vous vois avec votre masque. Alors, les Français connaissent ces mesures-là parce qu'ils les appliquent quand ils se déplacent dans des commerces, par exemple. C'est-à-dire, c'est les mesures de distanciation sociale qui comprennent l'hygiène des mains. Donc, dès que je vais toucher des objets partagés, dès que je vais rentrer dans le domicile, dès que je vais aller aux toilettes ou dans une salle de bain, j'essaye de faire une hygiène des mains avec de l'eau et du savon. Je porte mon masque, alors j'allais dire en permanence, c'est difficile, puisque quand on est en famille entre soi, vivant sous le même toit, on ne met pas le masque. Là, c'est qu'on va rencontrer ses grands-parents, on va rencontrer des oncles et des tantes, donc il y aura du brassage, et donc là, on recommande de porter le masque, j'allais dire, le plus souvent possible quand on est tous ensemble. Sauf, bien évidemment, il y a deux moments, qui est l'apéritif et qui est le repas autour de la table. Mais comme on l'a vu dans les restaurants sont fermés parce qu'ils ont été identifiés clairement à travers le monde comme des lieux où naturellement, socialement, j'enlève mon masque, je parle fort, je bois un peu d'alcool, je respecte moins les mesures, et donc il y a de la transmission du virus. C'est pour ça qu'on a son plan politique fermé. On aère les pièces le plus souvent possible. L'aération est très importante puisqu'elle permet finalement de diluer. Le fait de parler, on émet des gouttelettes. Le fait de parler fort ou de crier, on émet des gouttelettes. Et c'est ça qui est à risque de transmission dans un environnement entre 2 et 3 mètres. Et donc, du coup, quand on est à table, on a vite un convive à côté, vite un convive en face de soi. Le fait d'aérer, c'est ce qu'on appelle les ouvrants, c'est de la ventilation naturelle.
Et donc, du coup, ça permet de diluer. Et on a vu, quand il y a eu des milieux clos comme des navires ou comme des cars où il y avait de la transmission parmi les voyageurs, ceux qui étaient proches d'une fenêtre et que la fenêtre était ouverte étaient beaucoup moins contaminés que ceux qui étaient proches de fenêtres qui ne l'étaient pas. Donc, on voit bien que l'aération, alors c'est peut-être 10 minutes toutes les heures, mais au moins d'essayer, si le temps le permet, s'il ne fait pas trop froid, d'aérer les pièces où on se regroupe. D'accord. Autre point, on se retrouve là, on est, on va dire, à l'apéritif ou à table. Est-ce qu'il faut, par rapport au nombre vous disiez, de foyers différents au sein des familles, faire un plan de table un peu différent par rapport à d'habitude? On peut s'amuser à faire un menu avec ce que peut proposer un chef cuisinier ou la personne qui va cuisiner pendant le repas. On peut aussi faire un menu déroulé de ce qu'il ne faut pas faire ou des moments où il faut faire attention. S'il y a un apéritif, il ne faut pas que la bouteille de bulle, par exemple, passe de main en main. Peut-être qu'une seule personne peut faire le service. Comme vous l'avez dit, Édouard, si on prépare des canapés, par exemple, ne pas faire un seul plat où tout le monde va venir se servir. Peut-être que s'il y a 3 foyers familiaux d'origine différents, un oncle, une tante et puis les grands-parents, on peut faire 3 coupelles et chaque foyer familial va se servir. Donc c'est des petits détails qu'il faut intégrer en routine et pas recevoir avec anxiété comme une charge. C'est un moyen en fait de se protéger mutuellement d'un risque sanitaire infectieux qui est présent. Mais il faut l'oublier, c'est-à-dire qu'il faut vraiment l'intégrer dans le déroulé de la soirée. Une bouteille par personne. On consomme avec modération. Ça peut être une bouteille d'eau, bien évidemment. Hein, c'est ça. Pour le plan de table, on a papy, mamie, on a la tante qui a des comorbidités, comme vous disiez, enfin en tout cas qui est à risque. Comment est-ce qu'on se place ? Alors ce sont des conseils, c'est difficile, ça va dépendre de la taille de la table, du nombre de convives qui vont se regrouper. Mais s'il y a des personnes soit âgées, soit qui ont des comorbidités, alors on ne va pas dire qu'on va les séparer, les mettre sur une autre table. On peut mettre les enfants, s'ils sont jeunes, sur une autre table que les adultes, ça c'est possible. Entre adultes, c'est toujours difficile. Si on peut laisser une chaise de libre entre ceux qui sont à risque par rapport aux autres, en sachant que c'est difficile parce qu'on va vivre sous le même toit. Alors, il y a soit le dîner, soit le déjeuner, et puis on s'en va, soit on vient et on passe quelques jours chez les gens. Oui. Donc effectivement, de prendre des mesures à un moment donné et les garder tout au long du séjour, c'est compliqué. Mais à table, c'est là où on va enlever le masque. C'est pour ça que c'est un moment critique. Peut-être les mettre en bout de table, en tout cas. Et donc c'est à ce moment-là, effectivement, où on va peut-être un peu parler fort. Alors pour éviter de parler fort et de s'éterniser, par exemple, jusqu'à 17h à table, puisqu'on va être un long moment sans masque, on peut effectivement séparer les personnes à risque, ou les personnes âgées par exemple, ou les grands-parents, et on peut réduire le temps passé à table, qui va réduire le risque, et puis on se lève, si le temps le permet, on va se balader à l'extérieur, et on sera ensemble. Le but en fait, c'est que les gens se rassemblent en évitant le plus d'être collés les uns aux autres, sans hygiène des mains et sans masque. En fait, c'est assez simple. Éloignez-vous les uns des autres, portez un masque et aérez le plus possible, et tout se passera bien. Bon. Moi, j'avais une proposition. Donc, du coup, à Québec, je travaillais un tout petit peu à Québec. Ils ont une habitude comme ça. C'est l'hiver, c'est de se retrouver dehors. Ils font un gros bras zéro, comme ça. Et pourquoi pas manger dehors Les pays anglo-saxons ont des recommandations nationales comme les autres. Et ils recommandent de passer Noël à l'extérieur. Bon. Alors, vous disiez, on évite la musique forte, on essaie de passer le moins de temps possible à table parce que c'est là où il y a le plus de risques, on aère au maximum et puis voilà, on mange, on discute, on en profite et puis on va se balader au lieu de rester tout l'après-midi à table comme on le ferait peut-être habituellement. Très bien. Sans oublier l'hygiène des mains. Dès que je sors de table, que je vais dans la cuisine, que je vais aux toilettes, essayer de faire une hygiène des mains. Ce sont des mesures d'hygiène que l'on n'a pas suffisamment par le passé enseigné dans les écoles. Et c'est vrai qu'en France, on manque de cette culture de santé publique dans la population, de prévention. Tous les pays latins, de toute façon. On n'est pas les seuls et on découvre à travers cette épidémie. Et moi, j'espère qu'au décours de cette épidémie, quand on sera tous vaccinés ou que le virus, naturellement, va arrêter de circuler, qu'on va garder en fait tous ces gestes à l'intérieur des maisons, dans les écoles, dans les bâtiments, puisqu'il y a d'autres maladies infectieuses transmissibles qu'on peut prévenir avec les mêmes mesures, qui sont les gastro-entérites tous les hivers et qui sont la grippe. Bon, alors,